Description d'un fluide. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fluide? Le sens commun suggère qu'un fluide en opposition avec un solide qui sait maintenir sa forme tout seul n'a pas de forme propre, s'écoule si on lui applique une force, prend la forme du récipient. Les molécules interagissent peu pour les gaz, gardent une certaine mobilité les unes par rapport aux autres, pas d'ordre comme dans un solide. Il y a une limite entre solide et par rapport au fluide qui est parfois floue et dépend de la dynamique de la sollicitation. Cette limite dépend aussi de l'état semi-ordonné ou indécis, par exemple verre et liquide, vitreux, cristaux, liquides, colloïdes. Cette limite solide par rapport fluide dépend aussi de l'échelle de temps considérée, par exemple glacier. Voici quelques fluides monophasiques, multiphasiques, complexes. Monophasiques comme l'eau, l'air, huile, métaux fondus. Multiphasiques, par exemple aérosol, émulsion, suspension, liquide à bulles. Complexes comme magma, plasma, ferrofluide, polymère, cristaux, milieu granulaire. Quelques fluides complexes ferrofluides sont liquide à bulles, lait et cristaux liquides. Description macroscopique d'un fluide. Description microscopique, ce qu'on ne voit pas directement. Par exemple, atomes ou molécules plus ou moins libres les unes par rapport aux autres. Liquides, ils ont un fort encombrement, interaction forte entre les atomes et les molécules. Les gaz, faible encombrement, interaction quasi nulle. À l'échelle macroscopique, c'est à notre échelle. Un fluide apparaît comme un milieu continu. Il exerce ou subit des forces sur ou par notre environnement. Nous avons vu ci-dessus que les fluides sont constitués d'entités élémentaires, atomes ou molécules. On conçoit qu'il serait difficile d'étudier et quantifier le mouvement d'un liquide dans un tuyau ou de l'air autour d'une aile d'avion en prenant en compte le mouvement individuel de toutes ces entités. Ce serait de plus contre-intuitif puisqu'à l'échelle humaine, nous ne voyons ni ne sentons ces entités. L'idée de l'approche macroscopique est de dire qu'hormis des mouvements d'agitation thermique propres à chaque entité, les entités suffisamment voisines ont le même mouvement d'ensemble. Dans ces conditions, il est possible de trouver un petit volume spatial qu'on va voir par la suite, contenant suffisamment d'entités pour pouvoir effectuer une moyenne de grandeur microscopique sur ce volume, mais suffisamment petit pour ne pas gommer les variations macroscopiques. On cherche donc à représenter ce que l'on voit par des variables et des équations continues à x, y, z. On veut donc gommer les inhomogénéités microscopiques et arriver à une homogénéisation. Si possible, un modèle valable pour gaz et liquide. Prenons une analogie. Imaginons un embouteillage s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres. Nous nous regardons depuis un hélicoptère et examinons ce que nous voyons en fonction de la hauteur de l'hélicoptère. Si nous sommes proches du sol, nous verrons les déplacements individuels de quelques voitures, mais sans voir l'évolution de l'ensemble. C'est une vue microscopique. A l'inverse, si nous volons très haut, nous verrons plusieurs milliers de voitures et les variations de densité de l'embouteillage deviendront visibles. Dans certaines zones, les voitures seront pare-choc contre pare-choc et à l'arrêt. Dans d'autres, elles seront un plus écartées les unes des autres et en mouvement. C'est une vue macroscopique.
Si nous voulons à une altitude intermédiaire entre ces deux points de vue, nous voyons un grand nombre de voitures équidistantes et se déplaçant en gros à la même vitesse. C'est le volume dont nous parlions. Il est très grand à l'échelle de voitures, mais très petit à l'échelle de l'embouteillage. On parle de volume mésoscopique. Si cette séparation des échelles est possible, nous pouvons assimiler le volume à une variation infinitésimale dx de longueur macroscopique x et définir la densité locale de voitures par une fonction continue ρx par rapport à x. La courbe tracée sur la figure, vous voyez la figure, telle que le nombre de voitures à l'intérieur de dx est égal dn égale ρx fois dt. Voici une autre figure qui représente un embouteillage vu depuis trois échelles très différentes, celle de la voiture C, celle de l'embouteillage A et une échelle intermédiaire B contenant beaucoup de volume de voitures, mais où la densité varie peu. C'est ce type d'approche que l'on utilise pour décrire un fluide par un milieu continu. Sauf que nous avons un milieu tridimensionnel. Le volume xi est grand par rapport à la molécule. Il en contient plein, mais petit par rapport à la longueur caractéristique du phénomène. Ce sera donc un élément infinitésimal de volume macroscopique dV qui est égal dx, dy, dz, centré sur le point x, y, z. Si on compte la masse dm de toutes les molécules constituant cet élément de volume, on définira la masse volumique locale par ρ par rapport x, y, z, t égale la somme des masses par rapport le volume, c est égal également dm par rapport dv. Dont l'unité en système international est le kilogramme par mètre cube, notons que ρ dépend a priori du temps, puisque des molécules peuvent entrer et sortir du volume dV. Si nous cherchons la masse mt d'un volume V macroscopique, il suffit d'intégrer cette relation. La masse d'un volume de fluide V s'écrit comme suite. En prenant comme remarque que nous prendrons pour l'habitude de ne pas écrire la dépendance des intégrales en x, y, z, t afin d'alléger les écritures. Un cas particulier important sur lequel nous reviendrons souvent est celui où la masse volumique peut être considérée constante dans l'espace et le temps. On parle alors de fluide incompressible. Dans ce cas-là, la masse d'un volume V est simplement donnée par m est égal ρV. Dans la plupart des applications, les liquides seront considérés incompressibles. Vitesse et quantité de mouvement. Comment maintenant définir la vitesse macroscopique du fluide en un point? Notre but est d'étudier l'écoulement des fluides sous l'influence de force, qui modifie la quantité de mouvement P du fluide. Il est donc pertinent de définir la vitesse moyenne à partir d'une moyenne de la quantité de mouvement, soit V par rapport à x, y, z, t est égale à la somme des masses multipliée par la vitesse, qui est égale par la suite dp, c'est la quantité de mouvement, divisé par la somme des masses. On peut qui est égale également rho dv. Donc la vitesse par rapport à x, y, z, le champ de vitesse est égal la quantité de mouvement divisé par rho dv. dp divisé par rho dv. Rho et v sont des grandeurs continues et dérivables à x, y, z. De telle sorte que la quantité de mouvement globale d'un volume V s'écrit
comme suite. C'est l'intégrale ρ v dV, quantité de mouvement de V. Par un processus similaire, il nous est possible de définir des grandeurs énergétiques locales. Il est souvent pratiqué d'utiliser des grandeurs massiques plutôt que des grandeurs volumiques pour les quantités homogènes à une énergie. Ceci essentiellement pour séparer les variations d'énergie liées par exemple à un échauffement, des variations éventuelles de masse volumique. Ainsi, pour un gaz parfait, c'est aussi vrai pour un liquide incompressible. L'énergie interne massique est simplement définie par du égale CV dt. Les grandeurs énergétiques varient elles aussi d'un point à un autre. De l'écoulement est également en cours du temps et sont donc fonction de x, y, z, t. L'énergie interne par unité de volume est obtenue en multipliant l'énergie massique U en joules par kilogramme par la masse volumique ρ en kg par mètre cube et l'énergie interne d'un volume de fluide V sera UT est égal à l'intégrale ρ U dV. L'énergie cinétique par unité de masse est 1/2 ρV carré et l'énergie cinétique totale d'un volume V s'écrit donc KT, l'intégrale 1/2 ρV carré par rapport au volume de V. À ce point, nous avons défini le fluide comme un milieu continu où toutes les aspérités microscopiques sont gommées. Nous savons définir la masse, la quantité de mouvement et les différents types d'énergie d'un volume de fluide V. Notons que toutes les grandeurs macroscopiques que nous avons définies ci-dessus, M, P, U et K, sont des grandeurs extensives, c'est-à-dire proportionnelles à la quantité de matière. Ainsi, les relations suivantes sont toutes de la forme G est égal l'intégrale de J par rapport à le volume, où J par rapport à x, y, z, t est égal dj divisé par unité de volume. J est une grandeur volumique. Les grandeurs volumiques associées à MP, U, K sont respectivement ρ, ρV, ρU et ρV carré sur 2. Le but est de calculer les variations temporelles de ces grandeurs sur la base de grands principes physiques. Il convient de bien comprendre que G est une grandeur globale calculée par un volume macroscopique V donné. Il ne dépend que du temps. En revanche, J est une grandeur volumique locale, dépendant en plus du point macroscopique x, y, z. Considéré mathématiquement, G est une fonction d'une variable et admet que dérivée temporelle, alors que J est une fonction de 4 variables et admet des dérivées partielles par rapport à ces 4 variables.